Clément problème. Mirassa, c'est vrai. On va revenir sur la réduction du train de vie de l'État en prenant bien sûr l'exemple de ce qui se passe au Nigeria. Mais revenons d'abord sur, tout à l'heure vous avez rappelé d'ailleurs la mise en place d'un groupe de travail qui était chargé de mobiliser la trésorerie de l'État. Mais après, on découvre sur les réseaux sociaux, bien entendu, et nous avons authentifié la note. Elle est juste, elle est vraie, elle est avérée. C'est une note de mise en mission pour 6 mois de deux sujets étrangers. Je ne sais pas si vous avez lu la note, notamment Baraji Mahamadou, c'est comme ça qu'on l'appelle, et Kaniki Francis, qui serait l'oncle maternel de Denis Christel Sassou Nguesso pour rechercher les finances et investissements dans les pays du Golfe pour le Congo. La note a été signée le 22 janvier 2024. Une note qui, à mon avis, sont des pratiques de rétrocommission, de l'arnaque, j'allais dire, mais on peut y voir aussi une perte de souveraineté. Ma question, c'est de savoir, Denis Christel Sassou Nguesso a-t-il le droit vraiment d'engager le Congo-Brazzaville dans les financements extérieurs, en utilisant bien sûr les sujets étrangers? Christian, ta question est pertinente. Mais je crois que Denis Christel Sassou Nguesso devient un os. Et il faut que les Congolais s'en préoccupent. Je le dis pourquoi. Je vais répondre à ta question, mais il y a deux préoccupations que je vais aborder avant d'arriver à celle-là. Pourquoi je dis ça, Christian? Depuis plusieurs mois, il y a des vidéos qui circulent dont la personnalité centrale s'appelle un certain monsieur Solokoto, qui prétend dans ses vidéos avoir accompagné Denis Christel Sassou Nguesso chez le président angolais à l'époque pour, soi-disant, selon ce qu'il a déclaré, Celui qui parle de la préparation de coup d'État militaire. j'en viens, Mhm. Christian. Laisse-moi le temps de m'exprimer là-dessus. Et ce monsieur qui, semble-t-il, a réglé la rencontre, sinon l'audience que le président Dos Santos a accordée à Denis Christel Sassou Nguesso, révèle qu'au cours de cette rencontre, Denis Christel Sassou Nguesso a déclaré au président Dos Santos que le président Denis Sassou Nguesso n'était pas aimé par le peuple congolais et qu'il fallait que le président Dos Santos le soutienne dans une démarche de coup d'État au niveau du Congo en vue de la conservation du pouvoir. Je ne sais pas ce que ça veut dire conservation du pouvoir, parce que dans tous les cas, si un Congolais là, il y a bien la stabilité, etc. Et Non, la ceci, conservation du pouvoir par le clan ou par la famille, c'est ce que ça veut dire. par le clan. Et ce sujet angolais dit qu'une fois qu'il a fini cette audience et que Denis Christel Sassou Nguesso a eu d'autres rencontres, il a eu à rencontrer le président angolais qui a eu, qui a eu à lui poser la question suivante. Est-ce que ce garçon est vraiment le fils du président Sassou, qui est mon ami? Et en plus, le sujet angolais a, dit-on, reçu la mission de venir en rendre compte au président Denis Sassou Nguesso. Et lui, il aurait pris peur pour des questions de sécurité. Mais ce n'est pas tout. Et c'est là où notre feuilleton commence. Mais il dit qu'après cet échec, après cet échec, Denis Christel Sassou Nguesso s'est tourné vers le Rwanda. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce numéro de Droit de savoir sur R7. Le Conseil des ministres du 18 janvier 2024, vous vous souvenez, avait proposé un ensemble de mesures visant à dynamiser l'économie congolaise et à soutenir la jeunesse. Une création de 100 000 emplois avait été annoncée. 7 mois plus tard, nous sommes bien entendu en août 2024, donc à 4 mois de la fin de cette année, rien n'y est fait.
ce qui entraîne une série de conséquences négatives, non pas seulement pour la jeunesse, mais pour tous les Congolais ou presque. Le secteur éducatif en souffre, la santé et le social n'en sont pas épargnés. Bref, une misère généralisée. D'ailleurs, les jeunes ont commencé à manifester. Je fais ici allusion à la manifestation contre la misère du vendredi 26 juillet 2024, où les initiateurs de la marche avaient été brutalisés et arbitrairement arrêtés avant de les libérer 72 heures après. Dans le même temps, le gouvernement congolais annonce une croissance du PIB réel, disent-ils, de plus de 3,7%. On en parle aujourd'hui avec Clément Mirassa, président du PSDC, statisticien, ancien ministre du Commerce, ancien ministre du Développement industriel. Bonjour Clément. Bonjour Christian, encore une fois, merci de me retrouver avec toi sur R7. Merci Clément et c'est toujours un plaisir de vous avoir sur R7. Alors, le gouvernement congolais par le secrétaire général du Comité national économique et financier du Congo, M. Serge Dino Daniel Gassaki, a annoncé le 24 juillet dernier, vous l'avez certainement suivi, un taux de croissance du PIB, disait-il, réel, estimé à plus de 3,7% en 2024. Sur le plan national, le comité a noté une consolidation de la situation macroéconomique au premier trimestre de l'année 2024, tirée par la relance des investissements dans le secteur pétrolier. Cette évolution se traduit par un excédent du solde budgétaire global bas engagement, ordant, et une augmentation de la masse monétaire. En conséquence, l'activité économique devrait se consolider en 2024 avec un taux de croissance du PIB réel qui se situerait à 3,7% contre 1,5% en 2023. Nous sommes à 4 mois de la fin de cette année. Que peut-on comprendre par cette annonce? Christian, merci bien pour ta question. J'ai toujours dit et je redis une chose, le pays va mal, très mal. Mais je ne suis pas le seul à le constater. Le président Denis Sassou Nguesso a déclaré, et je répète souvent, assez souvent, en mars 2024, que le verre est dans le fruit, il nous faut le détruire, pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Il y a le verre dans le fruit. Il y a effectivement le verre dans le fruit. Et nous devons détruire le verre qui est dans le fruit. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Il y a le verre dans le fruit et nous devons détruire. Il y a un bond sur la croissance du PIB. C'est ce qu'on constate. Je crois, Christian, qu'il faut toujours bien interpréter ces chiffres. D'abord, je fais signaler aux téléspectateurs que lorsque ce même comité, c'est-à-dire le Comité national économique et financier, s'est réuni en mars 2024, il projetait pour l'année 2024 une croissance à 5,4%. Donc, vous voyez le fait qu'on ne soit plus au niveau de 5,4%, qu'on soit à 3,7%, ça pose un certain nombre de problèmes. Ensuite, il faut dire que le plan macroéconomique, nous avons été habitués à entendre ces dernières années que notre économie était en récession. Je crois que c'est en 2022 qu'on a commencé à voir des signes. Et on a 3,7%. Qu'est-ce que ça veut dire, une croissance de 3,7%, Christian? En termes clairs, ça veut dire que nous avons créé beaucoup plus de richesses en 2000. On va créer beaucoup plus de richesses en 2024 qu'en 2023. Le problème, il est simple. Comment se répartit cette richesse? Parce qu'il faut rappeler aux Congolais que depuis plus de 10 ans, le Congo traverse une grave crise multidimensionnelle avec un volet économique et financier extrêmement important. Le gouvernement a eu beaucoup de difficultés à être en accord avec le Fonds monétaire. Et lorsqu'on a réussi à signer le programme qui est en exécution actuellement, le programme 2022-2024, en fait, c'était pour sortir le pays de la crise. Le constat qui est fait aujourd'hui, c'est quoi? Et c'est paradoxal. On nous parle d'une croissance de 3,7%, alors que les Congolais s'enfoncent davantage dans la misère et dans la souffrance. Il y a un problème. Mais qu'est-ce qui peut donc expliquer ce paradoxe, finalement? Mais ce qui explique ce paradoxe, première chose qu'il faut regarder de façon évidente, c'est un problème de répartition de la richesse.
C'est un problème de répartition de la richesse. C'est-à-dire que vous pouvez avoir créé davantage de richesses, mais au niveau de la répartition, il y a une petite minorité qui s'en accapare. Ça n'accapare pas plusieurs procédés. On a suivi, par exemple, ce qui s'est passé à l'hôpital de Doulouzi, où il a été révélé qu'il y avait des gens qui avaient mis en place un système mafieux qui construisent des maisons, qui disent à Fred Makita, tu es jeune et tu as besoin de construire, etc. Donc, même s'il y a création de richesse, il y a un problème, c'est le manque de répartition équitable. Christian, prenez un cas simple, terre à terre. On peut dire que le salaire moyen à la fonction publique est peut-être de 100 000 francs. Même ministre d'État au Congo gagne 15 millions. Voilà un exemple de cette répartition. Et dans l'opinion, on dit que le Premier ministre gagne 25 millions. Et moi, je Lorsqu'on trouve que oppose cela, pardon, pendant que vous le dites, il faut l'opposer, par exemple, il faut opposer plutôt leur salaire au SMIC congolais, qui est à non, il faut 50 opposer au 400. SMIC. Le SMIC, c'est encore plus catastrophique. Parce que, Christian, le décret 2012-1037 d'octobre 2012 qui fixe les salaires et les avantages des ministres n'a jamais été publié au journal officiel. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont gênés. Ils sont gênés. Et tu as évoqué tout à l'heure le problème de la réduction du train de vie au Nigeria. On va certainement y venir. Mais au Congo, on ne veut pas du tout parler de la réduction du train de vie de l'État. Les voyages, regardez la délégation qui est partie pour les Jeux Olympiques. Vous avez vu 4 athlètes et puis plus d'une vingtaine d'officiels. Regardez les voyages du président de la République, 14 personnes. On loue régulièrement des avions, etc. Et moi, ce que je reproche à cette approche qu'on a héritée du Fonds monétaire, etc., c'est qu'on oublie de prendre en compte un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques. Et parmi les indicateurs, à mon avis, importants qu'on devrait prendre en ligne de compte, on a l'indice de perception de la corruption. Et Christian, il faut que les Congolais sachent que le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Il fait partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Et si vous avez la corruption, vous ne pouvez pas vous développer. Et si vous ne pouvez pas vous développer, vous ne pouvez pas avoir une répartition équitable de la richesse nationale. J'ajoute un autre indicateur qui va certainement perturber les experts du Fonds monétaire parce qu'ils parlent assez souvent de la souveraineté d'un pays. Mais pour les Congolais, je tiens à ce qu'ils relèvent ça. L'indice de démocratie du Congo est de 2,79 sur 10, donc très mauvais. Et le Congo est classé parmi les pays à régime autoritaire. Ce sont des indications dont il faut tenir compte. Donc, Christian, je dis, c'est justement le paradoxe congolais. Un discours qui fait croire qu'on a des avancées, qu'il y a des progrès, et une réalité qui fait que les Congolais s'enfoncent tous les jours dans la misère et dans la souffrance, alors qu'il y a une petite minorité qui non seulement est royalement payée, mais qui en plus est impliquée dans des gros scandales économiques et financiers pour lesquels ils sont incapables de régler les problèmes. Donc voilà un peu la En fait, réponse. vous êtes en train de dire que finalement, soit c'est réel, évidemment, cette croissance de 3, même si c'est 5 qui avait été annoncé, de 3,7%, mais c'est une richesse que se partage une minorité, un petit groupe de personnes, comme j'aime à le dire, qui ont pris le Congo en otage et peut-être aussi les multinationales, bien entendu. Mais est-ce que ce n'est pas fait justement pour une communication extérieure? C'est fait pour une communication extérieure. Je vais vérifier, mais j'ai lu sur les réseaux sociaux, Christian. J'ai lu sur les réseaux sociaux une publication qui révèle quoi? J'espère que c'est véridique, qui dit que le directeur général de l'hôpital général de Dolisie avait 18 biens immobiliers, dont 2 hôtels, et on aurait trouvé chez lui, je parle au conditionnel, on aurait trouvé chez lui 452 millions de francs CFA. Et ça me fait sourire, Christian, lorsque je pense que le président du Sénégal, et je crois qu'on va en dire un mot tout à l'heure, lorsqu'il a fait sa déclaration de patrimoine, il avait à son compte, au moment de la prise de fonction, dans son compte, il n'y avait que 3 millions, et le président du Sénégal gagne 4 millions autour de 860 000 francs, alors que
au Congo, un ministre d'État a une indemnité de logement de 2 millions et un ministre simple a une indemnité de logement d'1,5 million. Donc, tu vois que nous sommes dans 2 mois. Et c'est pour ça qu'assez souvent, on demande aux membres du gouvernement de publier le texte 2012-1037 du 3 octobre 2012, je crois, mais ils n'arrivent pas à le publier. Et au Congo, si vous rentrez dans Internet, vous aurez la déclaration de patrimoine de Macron, vous aurez celle de Macky Sall, vous aurez celle d'Alassane Ouattara, vous savez, les Congolais savent quand ils vont dans l'Internet combien gagne le président Macron, mais au Congo, on ne sait pas combien gagne le président de la République. C'est un flou artistique, etc. Donc, on a véritablement un Alors, problème mais qui devrait finalement, être on se rend bien compte, et contrairement à ceux qui ont dit ou qui disaient que on était en train de s'en prendre peut-être au fretin, c'est ce que j'ai cru entendre, j'ai lu, lorsqu'on a interpellé évidemment le directeur général de l'hôpital de Lonizy, mais là, vous me dites qu'il avait plus de 400 millions dans sa maison, Ah ben, c'est ce que en j'ai lu sur les espèces, et réseaux sociaux. 2 hôtels, finalement, c'est un gros poisson. Bon, bref, il y Euh, en a plus gros que ça qu'il faut aussi interpeller, notamment les Bouillat, puisque les informations existent. Jean-Jacques Bouillat, Denis Christelle Sassou Nguesso, Lucien Ebata, Richard Itois, qui encore, voilà, il y a Ondongo, voilà, Gilbert Ondongo. Donc, dernièrement, on a vu encore un autre scandale où on a saisi une maison, une villa à coups de milliards. Et tout ce monde devait normalement être interpellé. Alors, donc, si on parle de la croissance économique à plus de 3,7%, c'est ce que le gouvernement a annoncé, et c'est officiel. Si je m'en tiens à cela, à en croire bien sûr cette annonce, on doit donc cette performance au ministre actuel des Finances, de l'économie, M. Hondaï. Mais très curieusement, nous apprenons, et tous nous avons lu, que finalement, un décret a été pris, signé d'ailleurs par Denis Sassou Nguesso et Anatole Kouliné-Makosso, qui dépouille ce dernier de ses prérogatives, finalement. Alors que quand il y a une performance comme ça, cela devrait normalement faire l'objet d'une promotion. Mais là, on se rend compte qu'il est en sorte dégradé. Et je lisais d'ailleurs sur les réseaux sociaux quelqu'un qui disait, mais moi, à sa place, je démissionnerais. Comment expliquer ça? Non, mais Christian, tu ne connais pas l'histoire du Congo. J'ai été conseiller du ministre Andeli au ministère des Finances et nous avions réussi, dans le cadre des relations avec le Fonds monétaire, à atteindre le point de décision qui nous permettait d'avoir beaucoup d'espoir pour aller au point d'achèvement et puis régler le problème de la dette avant la fin de l'année, de cette année. Et on parlait d'un remaniement. Figurez-vous que lorsqu'il y a eu le remaniement, tout le monde pensait qu'Andeli était sûr de rester au gouvernement, mais c'est Andeli qui était viré du gouvernement. Donc, le Congo a une logique à lui. Et quand on parle du ministre des Finances, il faut justement ajouter qu'il est passé dans un entretien sur Télé Congo et il se réjouissait de ce que c'est inédit que le Congo ait passé 5 revues favorables avec le Fonds monétaire de façon vraiment directe et Successif en qu'on plus. devait, on devait s'en réjouir. Donc, on a le sentiment, quand on apprécie ça, au niveau extérieur, on devrait dire la compétence est assurée. Mais d'où vient? Mais Christian, il y a un problème d'intérêt. Il y a un problème d'intérêt. Ce que nous avons vu ces derniers temps, c'est quoi? Mais c'est la flopée des notes, des décrets. Tu as parlé des décrets qui ont été signés par le président de la Oui, République et oui. par Anatole Koliné-Makosso. Mais Koliné-Makosso a signé des textes pour nommer un chef de service généraux comme intérimaire au niveau de la direction départementale des douanes. Il y a un gros enjeu. Et Christian, quand tu regardes le problème, quand tu regardes l'exécution du budget, qu'on a arrêté pratiquement à 2605 milliards. Ben, les recettes fiscales sont attendues à près de 935 milliards. 935 milliards. Et quand on regarde les autres recettes, elles sont estimées à près de 1530 milliards, dont près de 1462 milliards des recettes pétrolières. Mais le pétrole, ça marche très bien. Et d'où vient que le 21 juin, d'où vient que le 21 juin, Collinet Makosso ait pu annoncer aux sénateurs qu'on avait des difficultés parce qu'il semble qu'il y avait des échéances de la dette qui n'étaient pas prises en ligne. Non, il y a un problème réel.
Les dignitaires et les enfants des dignitaires chrétiens, il faut le dire aux Congolais, ont pris en otage le port de Pointe-Noire. Et quand on compare les résultats du port de Pointe-Noire avec ceux du port de Douala et autres, ces résultats sont très, très, très en deçà. Et le port est un point, je le dis, est un point où la mafia, mais cette fois-ci soutenue et par les directeurs, par les dignitaires et par leurs enfants. Et ce n'est pas normal. Oui, c'est Parce une que mafia. Tout à l'heure, on y reviendra un autre jour parce qu'on est en train de travailler là-dessus. Quelqu'un nous a donné des informations que Denis Christel Sassou Nguesso veut d'ailleurs changer le statut de la marine marchande pour en faire une agence comme fonctionne le COTRAT, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et donc, il y a toute une mafia autour, même les bateaux qui arrivent, alors que le Congo, il y a plus de 20 000 Congolais qui disposent des cartes maritimes qui ne peuvent plus exercer parce que il y a une mafia qui s'est créée au niveau de la marine marchande où, quand ces bateaux arrivent, finalement, ces étrangers continuent à travailler à la place des Congolais. Mais bref, ce n'est qu'une parenthèse. Nous y reviendrons beaucoup plus en détail. Alors, donc, lorsqu'on parle d'Onda ici, parce que moi, je posais la question de savoir qu'est-ce qui peut expliquer que quelqu'un qui a fait de telles performances, 5 revues successives du Fonds monétaire international, réussi, avec un bond, comme on est en train de le dire, de 1,5% voilà, de croissance 2023. Là, on est passé à 3,7%. Voilà une performance qui méritait une promotion, mais non, le monsieur est à la rigueur dépouillé de tous ses pouvoirs. C'est ce paradoxe qu'on était en train d'expliquer. Et vous disiez que finalement, c'est comme ça que ça fonctionne au Congo. Au Congo, il ne faut pas bien travailler alors. mais Christian, je te pose une question. Fred Makita a décelé le réseau mafieux au niveau de l'hôpital général de Bolivie. Quelle a été la conséquence? Il a été relevé de ses fonctions. Les gens ont souhaité qu'il soit réinstallé dans ses fonctions. C'est le ministre Ngaché qui l'a relevé. Et c'est le ministre Ngaché qui a maintenant tout ça. Mais Fred Makita a dit quoi? Après avoir entendu et discuté avec le directeur général de l'hôpital général de Dolisie. Mais le directeur général a dit, ça ne se passe pas comme ça seulement ici à Dolisie. Ça se passe comme ça dans tous les hôpitaux. Quelles sont les dispositions qui ont été prises avec les différents organes de contrôle pour que la situation soit réglée? C'est le silence complet. Et quand on essaie de voir ce que Brazza nous a énoncé, je ne sais pas si c'est fondé, ben on se rend compte effectivement que nous souffrons parce qu'il y a l'impunité, il y a des gros scandales économiques et financiers, et tu parles d'un domaine. Je vais te donner quelques éléments. Le premier élément, le directeur général des impôts a passé une nuit à la maison d'arrêt. Alors, il en est sorti après avoir payé, dit, une caution de 18 millions. Est-ce qu'il est normal qu'il soit repris à son service? Je dis non. Je dis non. C'est de la mauvaise gouvernance. Et on peut suivre. Maintenant, dans l'opinion, qu'est-ce qui s'est dit? On dit, voilà la note qui a fait partir Jean-Baptiste Ondaï de la situation. Cette note, il l'a signée le 26 juillet. En fait, c'est le deuxième paragraphe de cette note qui a provoqué tous les problèmes. Le deuxième paragraphe de cette note dit quoi, Christian? Parce que je l'ai sous mes yeux. Tous les actes accordant des franchises, exonérations, taux réduits et autres privilèges à caractère exceptionnel non signés du ministre de l'économie et des finances sont frappés de nullité. Voilà le fond du problème. Et donc, Voilà le fond. je peux en rire. Clément Mirassa, vous allez m'en excuser. Mais alors là, je me rends compte que finalement, c'est parce que probablement il a touché les intérêts des mafieux, s'il faut le dire comme ça. Parce que qui dit le port, ou alors lorsqu'on parle ici des franchises, des exonérations, taux réduits ou autres privilèges, ben, généralement, on voit un peu ce qui se passe beaucoup plus à Pointe-Noire au niveau du port. Et là-bas, la mafia est organisée, ça je peux le dire, j'assume mes propos, par les enfants Nguesso, notamment Edgar Sassou Nguesso et Christelle Sassou Nguesso. Ça j'assume, mais parce que j'ai des éléments et j'en parlerai en détail d'ici là. Et voilà donc il y a dû coûter évidemment euh, à Honda qu'on puisse le dépouiller de tous ses pouvoirs alors. Bon, mais l'explication, l'une des explications est là. Parce Mais qu'il est si allé vous toucher voulez, aux intérêts de... oui, mais si vous voulez atteindre
un niveau intéressant au niveau du recouvrement des recettes fiscales. Comment vous le ferez si vous ne réglez pas le problème dans le sens qu'il a mis ici? Et si vous êtes contre ça, comment vous allez faire? Donc, vous avez choisi pour la souffrance des Congolais, puisque vous avez Colonel Makosso viendra toujours nous tromper. Vous voyez, il n'était pas venu nous dire qu'il y avait un problème au niveau du port, tout ça. Il était venu nous dire qu'il y avait des échéances, des dettes qui sont tombées en cascade. Mais le problème de fond, c'est le recours. Et vous voyez que la démarche, en fait, la démarche, elle était entamée depuis. Parce que c'est une évolution progressive. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une commission ad hoc sous la responsabilité du Premier ministre, présidée par Jean-Jacques Bouya. Et puis finalement, on a découvert, et la conclusion peut être de dire qu'en réalité, Honda n'arrivait pas à obtenir les résultats obtenus par rapport aux recettes fiscales, puisque les recettes pétrolières vont bien. Donc, on veut lui faire endosser la responsabilité de la situation, mais je crois qu'il faut essayer, quand on peut défendre les cadres, il faut essayer de les défendre et puis ne pas. Moi, j'avais dit au cours d'une émission qu'on avait faite avec toi que je connaissais Ondai, que c'était un cadre compétent, mais il s'agissait de voir si l'environnement dans lequel il travaillait pouvait lui permettre de bien travailler. Là, j'ai maintenant la conviction. Et il y a une autre dimension qu'il a fait introduire dans le système de gestion de l'administration publique congolaise, qui n'a pas fait plaisir, y compris à ses collègues ministres. Il y a beaucoup de Congolais, mais c'est l'utilisation des cadres par appel à candidature. C'est-à-dire qu'on choisit les meilleurs en fonction d'une procédure qu'on met en place. Et ça, je crois que beaucoup de gens ne sont pas prêts à le lui pardonner. Et peut-être qu'il devrait y renoncer. Mais logiquement, Christian, tu as parlé du ministre, du président nigérian. Est-ce qu'il est normal qu'on ait un ministère de l'économie et des finances et qu'on ait un ministère du budget, etc., alors que nous devions aller vers la réduction du train de vie de l'État qui devrait également toucher les effectifs au niveau du gouvernement pour aller regarder le Nigeria avec la taille qu'il a. Ce propos d'avoir un gouvernement de 36 membres et le Congo qui par rapport au Nigeria est vraiment un minuscule, à un gouvernement de 38 ministres, sans compter les nombreuses personnalités qui ont rang de ministres, de ministres délégués ou de secrétaires d'État. Donc voilà la Oui, mais situation. Nous évidemment, avons un Clément problème. Mirassa, c'est vrai. On va revenir sur la réduction du train de vie de l'État, en prenant bien sûr l'exemple de ce qui se passe au Nigeria. Mais revenons d'abord sur, tout à l'heure, vous avez rappelé d'ailleurs la mise en place d'un groupe de travail qui était chargé de mobiliser la trésorerie de l'État. Mais après, on découvre sur les réseaux sociaux, bien entendu, et nous avons authentifié la note. Elle est juste, elle est vraie, elle est avérée. C'est une note de mise en mission pour 6 mois de deux sujets étrangers. Je ne sais pas si vous avez lu la note, notamment Baraji Mahamadou, c'est comme ça qu'on l'appelle, et Kaniki Francis, qui serait l'oncle maternel de Denis Christel Sassou Nguesso pour rechercher les finances et investissements dans les pays du Golfe pour le Congo. La note a été signée le 22 janvier 2024. Une note qui, à mon avis, sont des pratiques de rétrocommission, de l'arnaque, j'allais dire, mais on peut y voir aussi une perte de souveraineté. Ma question, c'est de savoir, Denis Christel Sassou Nguesso a-t-il le droit vraiment d'engager le Congo-Brazzaville dans les financements extérieurs, en utilisant bien sûr les sujets étrangers? Christian, ta question est pertinente. Mais je crois que Denis Christel Sassou Nguesso devient un os. Et il faut que les Congolais s'en préoccupent. Je le dis pourquoi. Je vais répondre à ta question, mais il y a deux préoccupations que je vais aborder avant d'arriver à celle-là. Pourquoi je dis ça, Christian? Depuis plusieurs mois, il y a des vidéos qui circulent dont la personnalité centrale s'appelle un certain monsieur Solokoto, qui prétend dans ces vidéos avoir accompagné Denis Christel Sassou Nguesso chez le président angolais à l'époque pour, soi-disant, selon ce qu'il a déclaré, Celui qui parle de la préparation de coup d'État militaire. J'en viens, Christian. Laisse-moi le temps de m'exprimer là-dessus. Et ce monsieur qui, semble-t-il, a réglé la rencontre
Sinon, l'audience que le président Dos Santos a accordée à Denis Christel Sassou Nguesso révèle qu'au cours de cette rencontre, Denis Christel Sassou Nguesso a déclaré au président Dos Santos que le président Denis Sassou Nguesso n'était pas aimé par le peuple congolais et qu'il fallait que le président Dos Santos le soutienne dans une démarche de coup d'État au niveau du Congo en vue de la conservation du pouvoir. Je ne sais pas ce que ça veut dire conservation du pouvoir, parce que dans tous les cas, si un Congolais là, il y a bien la stabilité, etc. Et Donc, la conservation du pouvoir par le clan ou par la famille, c'est ce que ça veut dire. par le clan. Et ce sujet angolais dit qu'une fois qu'il a fini cette audience et que Denis Christel Sassou Nguesso a eu d'autres rencontres, il a eu à rencontrer le président angolais qui a eu à lui poser la question suivante. Est-ce que ce garçon est vraiment le fils du président Sassou, qui est mon ami? Et en plus, le sujet angolais a, dit-on, reçu la mission de venir en rendre compte au président Denis Sassou Nguesso. Et lui, il aurait pris peur pour des questions de sécurité. Mais ce n'est pas tout. Et c'est là où notre feuilleton commence. Moi et Christel, on a rentré dans les rendez-vous, dans les réunions. Christel a commencé à parler. Maintenant, il y a un appareil de sécurité. Le président de Santos, il est en train de suivre ça en direct. Denis Christel, il a tout dit que moi, je suis venu ici pour rencontrer le président dans votre bénédiction, les bénédictions du président Eduardo, pour que je renverse le président parce qu'il ne fait rien au Congo. Moi, je voulais être président de la République du Congo. Ah bon? Oui, je voulais votre appui. Comme vous avez fait à mon père à l'époque, que aussi chez moi aussi. Les autorités, ils sont en train d'écrire. Tout le monde, il était là-bas, chacun prend un petit bout de papier, ils ont commencé à écrire. Maintenant, on a quitté les lieux des réunions. On a quitté là-bas, on a parti directement dans un villa en cachette pour qu'on voit directement le président Dos Santos. Dans les villas là, on était en deux. Moi et Denis Christel. Dos Santos a posé une question. Il a demandé si c'est vrai, le petit, il est le fils de Sassou Nguesso. C'est moi qui a confirmé, j'ai dit oui, c'est son fils. Tu peux me garantir qu'il est fils de Denis Sassou Nguesso? Moi, j'ai dit oui, il est fils de Denis Sassou Nguesso. Il a dit, écoute, moi je connais Denis. Denis c'est mon frère. Moi je ne peux pas accepter de mettre le sang de Denis dans ma main. Je ne peux pas. Moi je doute fort. Comment s'il est fils de Denis, il vient chez moi pour que moi je complète avec son père pour l'assassiner? Est-ce que c'est normal? Moi, je dis que ce n'est pas normal. Donc, le vieux, il nous a quittés, mais avec beaucoup de regrets pour le fils de Sassou Nguesso, Denis Christel. Il est parti au Rwanda. Il a fait l'accord qu'il a fait là. D'après le canal qui dans mes sources, le contrat qu'il voulait signer en Angola, il a signé ça au Rwanda. Il a signé ça au Rwanda. Maintenant, ils ont avancé. Ils ont deux missions qu'ils ont confiées à Denis Christel. Il fait tout par tous les moyens
fait passer les rebelles à Nanga, prend le pouvoir au Congo démocratique. C'est ça. Et puis lui, il sera président. Lui sera président au Congo-Brazzaville. Mais il faut que lui, il exécute le premier mission. Donc, Denis Christelle, Kagame, il est parrain des accords politiques avec Inanga et Denis Christelle, Sassou Nguesso. Pour aller un peu la résumer de l'histoire de Denis Christelle, qu'il était à Luanda. Son mission, c'est pour assassiner son père, Denis Sassou Nguesso. Mais il dit qu'après cet échec, Denis Christelle Sassou Nguesso s'est tourné vers le Rwanda. Et nous connaissons l'épisode que nous sommes en train de gérer, avec ces accords dont il est l'unique signataire, avec le fait qu'il ait confisqué les accords, avec le fait qu'on n'a jamais vu venir expliquer. Donc, il y a un problème très sérieux, Christian, pour le Congo. Pourquoi je te dis qu'il y a un problème très sérieux? J'ai soutenu Jean-Marie Michel Moukoko. Et quand Jean-Marie Michel Moukoko a annoncé sa candidature, le 16 février 2016, dans la soirée, sur les réseaux sociaux, on a commencé à faire circuler une vidéo comme quoi il avait eu à préparer un coup d'État, etc. Et après, il a été convoqué à la direction générale de la surveillance du territoire. Les Congolais connaissent la suite de l'affaire. Et aujourd'hui, Jean-Marie Michel Moukoko est en train de purger sa 8e année à la maison d'arrêt. Je rappelle aussi aux Congolais qu'ils ont suivi le procès du général Dabira, où semble-t-il, il était question de chercher un missile pour détruire un avion. Et nous savons ce que c'est. C'est pour ça que je dis qu'avant d'arriver à la question que tu poses sur la recherche de financement, est-il normal que le ministre Denis Christelle Sassou Nguesso ne soit pas interpellé Oui, par la santé? malgré les révélations faites par Laurent Sokoto, le sujet RDCien dont vous parlez tout à l'heure. Parce que le sujet est très grave. Parler d'un coup d'État et parler d'un coup d'État s'agissant de son père, en faisant passer un message, je crois que ça mérite une enquête extrêmement sérieuse. Et je dis, en ce qui me concerne, Denis Christelle Sassou Nguesso doit être entendu. Déjà sur cette question, avant d'être entendu, parce que c'est en fait deux aspects. Il y a l'aspect avec le ministre, le président angolais, mais il y a l'aspect avec le Rwanda. Ça fait donc deux sujets déjà. Maintenant, une fois que j'ai abordé ça, et je rappelle, Christian, je m'appuie sur deux Pendant que vous articles. avancez, pardon, Clément Mirassa, vous allez avancer tout à l'heure, mais vous avez fait un grand développement qui nécessite tout de même une réflexion et une petite question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir si réellement Denis Sassou Nguesso a encore les facultés de gouverner le Congo. Est-ce que ce n'est pas Christelle finalement qui est en train de gouverner le Congo? Qu'il soit en train de gouverner Parce le qu'on ne peut Congo pas ou pas. comprendre que malgré toutes ces révélations faites par Laurent Sokoto, il n'est pas interpellé, il va chez les Rwandais, il n'est pas interpellé. Là, il fait un mandat aux étrangers pour aller rechercher des financements et des investissements pour le Congo au niveau du Golfe, il n'est pas interpellé. Il n'y a que trop de scandales qui engagent la souveraineté du pays, j'allais dire, du Congo-Brazzaville, et tout le monde est en train de regarder comme ça. Oui, tous les Est-ce que ce Congolais n'est pas regardent. lui Mais j'en finalement qui est devenu le patron de, voilà, en fait, celui qui euh, gouverne actuellement mais patron ou et qui pas, devient intouchable finalement. Patron ou pas, la Constitution est claire. L'article 77 de la Constitution dit que lorsque le président est élu, il prête le serment de garantir la paix et la justice à tous. L'article 15 de la Constitution dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Nul ne doit être avantagé ou défavorisé
par rapport à son origine ethnique, origine familiale, par rapport à ses convictions politiques, religieuses, philosophiques et autres. Donc, il n'y a pas de raison que nous ayons connu la jurisprudence de Jean-Marie Michel Moukoko, je dis bien de Jean-Marie Michel Moukoko, et que l'on puisse, parce qu'il n'y a aucune disposition de la Constitution qui place les fils du président au-dessus des lois. Et il est dit régulièrement que nul n'est au-dessus de la loi. La loi est dure, mais elle s'applique, elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. C'est tout ce que je dis. Maintenant, j'en viens au problème que tu Oui, à la poses. question que je vous ai posée tout à l'heure, Christelle Denis Sassou Nguesso a-t-il le droit J'en diriger viens, le j'en viens, Congo-Brazzaville dans le j'en futur? viens, j'en viens. Christian, le Premier ministre a fait savoir le 21 juin 2024 devant le Sénat qu'il ne fallait pas que nous léguions une dette astronomique aux générations futures. Et c'est pour ça que le peuple congolais souffre. La démarche de Denis Christel Sassou Nguesso ne vise rien d'autre que d'alourdir la dette. Encore qu'il n'en a pas les moyens. Pourquoi, Christian? J'ai le nouveau texte. J'ai le nouveau texte. Même si on a dépouillé Hondaï, j'ai le nouveau texte qui donne les attributions du ministère de l'Économie et des Finances. Et dans ce texte, je lis ceci. Au titre des Finances, le ministre des Finances est chargé de proposer et mettre en œuvre la politique nationale d'endettement et de gérer la dette publique. Je crois que les choses sont claires. Et quand je continue plus bas, toujours comme attribution du ministre des Finances, il doit rechercher les ressources complémentaires pour le financement du budget de l'État. Mais ce n'est pas tout, Christian. Ce n'est pas tout. En matière de dette, avec le soutien du Fonds monétaire international, il a été mis ce que l'on appelle le Comité national de la dette publique, qui est présidé par le ministre de l'Économie et des Finances. On ne peut pas passer outre pour aller faire ça. Donc, je dis, ta question se résume en ceci. Anatole Colinet Makosso n'a aucune autorité sur les membres de son gouvernement. Chacun en fait à sa tête. Il parle de la réinstauration de l'autorité de l'État et il n'est pas, on l'a vu déjà avec le problème des accords avec le Rwanda et on le vit là avec le problème là. Maintenant, j'en viens, Christian. Mais pourquoi Christelle va chercher de l'argent où il envoie des étrangers? J'ai lu sur les réseaux sociaux que Kaniki, c'est son oncle, C'est son etc. oncle Donc, maternel, oui. je peux même pas parler de délit d'initié dans ce genre de situation. Mais je pose une question simple, Christian. Les Panama Papers sont révélés, d'après les petits calculs que j'ai faits, que Denis Christel Sassou Nguesso posséderait 1856 millions de dollars dans les paradis fiscaux et 1375 millions d'euros, ce qui globalement fait une coquette somme pratiquement de près de 1850 milliards de francs CFA. À son âge, né en 1975, il peut justifier la provenance de cet argent. Pourquoi le premier réflexe qu'il devrait avoir, ce n'est pas celui de faire entrer et de faire revenir cet argent, parce que je te rappelle aussi, Christian, que c'est le paradoxe des dirigeants du PCT. Ils disent aux Congolais que le programme qu'ils sont en train d'exécuter, le projet de société qu'ils sont en train d'exécuter, s'appelle Ensemble poursuivons la marche. Ça veut dire la marche vers le développement. Mais dans leur comportement, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps à acheter des immeubles à Dubaï. Ils passent leur temps à acheter des biens mal acquis. Ils sont cités au niveau de Paris, au niveau des États-Unis. Leur argent, ils le placent dans les paradis fiscaux. Ils les placent en Chine. Ça veut dire que ces gens sont dans un paradoxe inexplicable. Ils contribuent à développer les autres pays et à enfoncer leur pays dans le sous-développement. Ce qui entraîne même que les Congolais ont commencé à constater que certains d'entre eux ont commencé à chercher à acquérir la nationalité des autres pays. Pourquoi? Mais pour se dire, je me suis enrichi, demain il faut que j'aille dans tel pays parce que le Congo ne me convient pas pour que je passe mes derniers jours. C'est inacceptable. Et les scandales dans lesquels Denis Christel Sassou Nguesso est plongé, ils sont extrêmement nombreux.
Il place le président devant une situation extrêmement difficile. On parle des paradis des Panama Papers, on peut parler de l'appartement de Miami, on peut parler de la somme de 50 millions de dollars pour laquelle la société civile avait porté plainte à un moment donné. On peut parler de ce que les ONG internationales ont révélé en ce qui concernait les scandales à la SNPC. On peut Et parler quand on aussi va de l'hôtel particulier, là où sa femme s'est fait voler même les documents pétroliers du Congo-Brazzaville. Là. Tout ça, c'est des bon, scandales. donc on a toute cette situation. Et la question que je me pose et que je pose au Premier ministre et au Président de la République, mais puisque vous voulez renflouer les caisses de l'État, je ne vais pas dans le sens utilisé par les ministres Aïssa, qui dit le trou est profond, c'est le trou le plus profond. Vous tous, vous connaissez la situation du pays, mais nous connaissons la situation du pays. Ce sont les gouvernants qui ont appauvri l'État et qui ont plongé les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Et ça, c'est inacceptable. Donc, je dis, Christian, je suis surpris que depuis qu'on a publié ce texte, puisqu'il est du 22 janvier 2024, je suis surpris que Colonel Makosso n'ait jamais publié un texte pour l'annuler. Et moi, je souhaite que le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée et le Sénat, rompent leur silence, que Colonel Makosso soit interpellé pour expliquer toutes ces situations. Parce que le silence qu'ils ont choisi n'est rien d'autre que la complicité dans la démarche qui enfonce les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Mais je dis et je reviens, le premier problème, il faut que la vidéo de M. Solokoto ou de M. Sokoto, Monsieur je ne sais Sokoto, pas si oui, Laurent Sokoto qu'on l'appelle. ce sujet angolais, il faut qu'il donne lieu à ce que la CID ouvre une procédure judiciaire et que cette affaire soit bien éclaircie, quitte à ce que l'on fasse appel aux compétences et aux personnalités angolaises pour nous éclairer sur la situation. Ça ne peut pas être Bon, mais comme alors ça. Parce aussi, il faut peut-être relever que si Denis Christian Sassou Nguesso n'est jamais interpellé, jamais inquiété, simplement parce que probablement qu'il fait la volonté de son père, parce que derrière Anatole Coliné Makosso, derrière Denis Christian Sassou Nguesso, c'est bien Denis Sassou Nguesso. La vérité, c'est ça. Il n'est pas épargné. C'est un pays. non, mais Tout à l'heure, Christian, vous l'avez rappelé que c'est le régime est un Christian, régime de Christian, dictature. je vais te dire une chose. La volonté de son père ne peut pas être contre les lois et règlements de la République, notamment contre la Constitution. Non, Et par j'en là, je profite. voulais dire, la première personne à interpeller, c'est Denis Sassou Nguesso. Même pas interpellé. Bon, Oui, les Congolais sont... j'en viens. Le 23 juillet, le 23 juillet, il y a près d'une dizaine de jours, j'ai saisi le président du Sénat, j'ai saisi le président de l'Assemblée nationale, j'ai saisi le premier ministre chef du gouvernement pour faire état de ce que deux choses importantes. Un, le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et conformément à la loi votée par un Parlement majoritairement composé des éléments du Parti congolais du travail, le Parti congolais du travail doit se sanctionner. Et j'ai déjà lancé un pic au ministre de l'Intérieur pour qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui, officiellement, j'ai envoyé des courriers aux principales autorités, notamment du Sénat et de l'Assemblée, et aux chefs du gouvernement. Donc, ils en sont bien informés. Deuxième chose, et c'est certainement un os, le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Et c'est clair, il ne peut pas être en même temps président de la République et président du Parti congolais du travail. J'ai dans mes documents ici la déclaration de patrimoine du président sénégalais qui venait d'être élu. Et quand je lis ça, je suis frappé parce que notre président n'a pas fait de déclaration de patrimoine depuis 2002, c'est-à-dire depuis 22 ans. Depuis 22 ans. Mais on n'a pas changé la Constitution pour ne pas la respecter. Et s'il y a quelqu'un qui doit veiller, parce qu'il a prêté serment, qui doit veiller au respect de la Constitution et qui doit la faire respecter, cette personnalité s'appelle bien Denis Sassou Nguesso et nous n'avons aucune raison. Il n'y a aucune disposition qui permet au fils d'un président de ne pas se conformer aux lois. Et je renvoie les Congolais à l'article 50 de la Constitution qui dit clairement que tout citoyen congolais a le devoir de se conformer à la Constitution.
Voilà, Et c'est donc. malheureusement, tel père, tel fils, Denis Sassou Nguesso lui-même a été un violeur des constitutions, il ne respecte jamais la loi. Et voilà que son fils a suivi, lui également, en train de violer, j'allais dire quotidiennement, voilà, il viole la loi devant tout le monde, il viole la constitution, tout le monde regarde. Et dans le même temps, on peut dire aux Congolais qu'il y a la crise financière et on voit bien comment ils sont en train évidemment, de continuer à dépouiller le Congo-Brazzaville. Parce qu'après, la question qu'on va se poser, lorsqu'on a mis en mission ces deux étrangers, Baradji Mamadou et Kaniki, c'est ça, Kaniki, oui, Kaniki Francis, après, il faut qu'on dise aux Congolais ce qu'ils ont rapporté, sur quoi ils ont travaillé, comment ça s'est passé. On n'a jamais fait ce compte-rendu. Et comme vous le disiez tout à l'heure, je ne sais pas si Anatole Koliné Makosso lui-même est au courant de ce qui s'est fait. Mais demain, on viendra dire aux Congolais, la dette s'est alourdie, il faut continuer à la payer. Et là où ils sont allés chercher l'argent qu'ils ont probablement reçu, pourquoi pas? On ne sait jamais. Et personne ne sait où est passé cet argent. Bref, avant de continuer, nous allons cette fois-ci. Avant de continuer, Christian, tu as Oui. parlé tout à l'heure de la réunion du Comité national économique et financier, qui a entre autres abordé la question de la dette et qui s'est réjoui de ce qu'elle était en train de baisser de 95 à 88%. C'est du bluff, Christian, c'est du bluff. Quand je me réfère aux chiffres de la Caisse congolaise d'amortissement, Mhm. la dette congolaise était de 1 565 milliards en 2010. Elle est passée à 3 036 milliards en 2015. Elle est passée à 6 596 milliards en 2020. Elle est passée à 8 130 milliards en 2021. Elle est passée à 8 149 milliards en 2022. Elle a atteint 8 497 milliards en 2023. Donc, par rapport au discours de Colline Makosso, les gesticulations avec les ratios, vous voyez bien qu'on ne fait que monter en puissance. Donc, la tendance de la dette est à la hausse. Et j'ai cru lire dans les documents du ministère de l'Économie et des Finances qu'au mois de mars 2024, notre dette serait autour de 8 600 milliards de francs CFA. Donc, elle augmente. Et nous ne comprenons pas pourquoi. Parce que notre programme avec le Fonds monétaire se termine à la fin de l'année, donc dans 4 mois. Et nous n'avons pas réussi à sortir ce pays de la crise dans laquelle il est plongé. C'est pour ça que je suis vraiment surpris des démarches. Et je pense que le ministre Colline Makosso aurait dû annuler, et il devrait, comme il a fait pour les autres textes, prendre les dispositions pour annuler ce texte que Denis Christel Sassou Nguesso a signé, parce qu'il n'est pas bon pour nous. Et lorsqu'on jette un regard sur notre passé, il faut vraiment qu'on en termine avec ces pratiques. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train d'expliquer comment est-ce que la dette congolaise a progressivement galopé. Et après, la question qu'on va se poser, mais que faisait-on avec cet argent qu'on partait, je sais pas moi, à quoi aurait servi cette dette finalement? Oui, ça veut dire que notre argent sert à alimenter la richesse des particuliers. On appauvrit l'État pour enrichir les individus. Et je crois que le dessin, il est très clair. Rien que l'exemple des 6 Congolais qui détiennent 5 500 milliards dans les paradis fiscaux, ça traduit. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Denis Christel Sassou Nguesso, à travers les révélations de Panama Papers, disposerait de près de 1 850 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. Et je ne crois pas que ce soit la totalité de sa richesse. Mais le problème le plus grave, Christian, c'est qu'on a constaté que la philosophie de ce gouvernement, c'est de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers, parce que je ne sens pas, à travers la commission présidée par Jean-Jacques Bouya, qu'il y a une volonté de s'attaquer à ce que les Congolais considèrent comme les gros poissons. Parce que les Congolais savent exactement quels sont les gros poissons et quels sont les menus fréquents.
Et donc, je disais tout à l'heure, pour continuer, je vais donc vous proposer de suivre un reportage, hein. Il porte sur les manifestations au Nigeria, où la population manifeste contre la vie chère, et ce, malgré les mesures, bien sûr, drastiques annoncées par le président Tinubu pour la réduction du train de vie de l'État. Suivez. Jeudi, des milliers de personnes se sont rassemblées à travers le pays pour manifester contre la pire crise économique depuis une génération, affrontant des agents de sécurité lourdement armés et des gaz lacrymogènes. Le pays ouest-africain est plombé par une monnaie nationale dévaluée et une inflation galopante. Le coût des denrées alimentaires a augmenté de 40% et le prix des carburants a triplé par rapport à l'année dernière. Nous sommes fatigués d'avoir faim. Nous ne pouvons même pas nourrir nos enfants. Nous ne pouvons pas acheter de tomates. Ce sont ces gens qui ruinent notre gouvernement, qui forment leurs enfants à l'étranger, mais qui gâchent l'éducation au Nigeria. Alors quand est-ce que ça va s'arrêter? Nous voulons qu'ils s'en aillent. Inspiré par les récentes manifestations au Kenya, le mouvement nigérian a débuté en ligne plusieurs semaines avant les rassemblements. Il a gagné en popularité sous le slogan « Fin de la mauvaise gouvernance au Nigeria ». Les organisateurs des rassemblements ont annoncé 10 jours de marche, ainsi qu'une liste de 19 demandes. Au cœur de leurs revendications, les réformes économiques du président Tinubu, implémentées il y a un an, en particulier la suppression d'une subvention d'État coûteuse sur les produits pétroliers. Le succès de cette manifestation dépendra de la décision du gouvernement de rétablir le régime des subventions. Dans ce cas, cela entraînera automatiquement l'effondrement sur les marchés des prix des denrées alimentaires et des matériaux. Mais pour cela, il faut que le gouvernement accepte nos demandes. Les autorités ont tenté de dissuader les activistes de participer aux manifestations. Elles ont menacé de réprimer les rassemblements pour éviter les violences et ont affirmé que les insurgés de l'État islamique avaient infiltré les manifestations à Kaduna. Alors voilà, Clément Mirassa, quel parallèle peut-on tirer de cette situation au Nigeria et par rapport à ce qui se passe au Congo? Je parle ici bien sûr de la vie chère, parce que c'est de cela qu'il s'agit. La misère accrue au Congo-Brazzaville. Et là, on voit au Nigeria comment ça se passe. C'est pas différent au Congo. Tu as essayé d'épingler le chiffre de 3,7 en termes de croissance, mais il faut regarder le taux d'inflation. L'inflation est supérieure à 3%, qui est notre norme communautaire au sein de l'Afrique centrale. Et nos femmes, nos sœurs qui vont au marché se rendent compte que tout est devenu cher. Je t'apprends, Christian, que les transporteurs au niveau du Congo menacent d'augmenter le prix du taxi à 1500 et que le bus passerait de 150 à 250. Je t'apprends qu'au niveau des bières, le prix de la bière est déjà passé de 500 à 600 francs. Donc, au plan macroéconomique, il y a un certain nombre de répercussions. Maintenant, la différence entre le Congo et nous, en dépit de ce qu'au Nigeria, il y a des manifestations, mais c'est que le président Tinubu a eu le courage et la volonté politique de prendre déjà un certain nombre de mesures drastiques que nous réclamons au Congo depuis plus de 10 ans, la réduction du train de vie de l'État. Et moi, j'ai les mesures qu'il a prises sous les yeux. Elles sont à admirer. J'annonce une réduction de 50% de mon salaire et de tous les autres émoluments. J'appelle le vice-président, le président du Sénat et tous les autres hauts fonctionnaires du gouvernement à faire de même. Vous voyez bien, nous qui avons été chargés de diriger devons être les premiers à faire des sacrifices pour le bien de notre nation. Ce n'est pas le même comportement des gouvernants congolais. Je continue. Le bureau de la première dame sera supprimé afin de réduire les dépenses inutiles. Je continue. Les ministères du gouvernement seront regroupés avec un maximum de 36 ministères afin de rationaliser les opérations et de réduire les coûts. Le Nigeria, avec le poids démographique qu'il a, aura un gouvernement de 36 ministres et le Congo, lui, a un gouvernement de 38 ministres avec une kyrielle de personnalités qui ont rang et prérogatives de ministres délégués, ministres d'État et autres. Et nous continuons. Tous les responsables gouvernementaux seront tenus d'utiliser des produits fabriqués localement, y compris les automobiles, pour soutenir nos industries nationales et réduire les sorties des devises. Maintenant, je viens à deux autres mesures
qui devrait être envisagée au Congo, notamment avec la situation des grands travaux, une révision et une renégociation de tous les contrats gouvernementaux pour garantir un bon rapport qualité. Il y en a beaucoup, mais je termine sur celle-ci parce qu'elle est extrêmement importante. À compter de maintenant, il n'y aura plus de voyage à l'étranger pour des soins médicaux. Pour moi-même, mon cabinet et tous les responsables du gouvernement. Nous utiliserons les hôpitaux et les installations médicales nigériennes. Tu vois bien, Christian, il y a déjà des mesures qui peuvent permettre de faire la réduction du train de vie de l'État et de faire renflouer les caisses de l'État pour s'occuper d'autres dépenses. Encore qu'au Congo, on a dû augmenter les prix du carburant. Cet argent devait être destiné, semble-t-il, à régler un certain nombre de problèmes, mais depuis que les prix ont augmenté, on ne sait pas exactement quels sont les problèmes qui sont réglés avec cet argent. Mais au moins, vous avez un exemple de réduction des trains de vie, c'est-à-dire des dirigeants, des gouvernants qui pensent à la situation des populations, même si ça ne règle pas l'essentiel, mais c'est déjà une contribution importante. Alors, donc, Clément Mirassa, par rapport à ce que vous venez de développer tout à l'heure, à l'opposé du Congo-Brazzaville, on constate que finalement, au lieu de réduire le train de vie de l'État, on constate plutôt des délégations pléthoriques qui voyagent. Voilà, on l'a vu aux Jeux Olympiques, une délégation voilà, gonflée des administrateurs, des conseillers, alors qu'il y avait à peine, vous l'avez dit d'ailleurs, d'entrée de jeu, 4 ou 5 athlètes. En Russie également, c'était pareil. Et dans le même temps, on continue aussi, voilà, à créer des activités comme les nouveaux départements qui impliquent nécessairement des lignes budgétaires supplémentaires. Poursuivant son propos, le ministre a soumis à l'examen du Conseil 15 projets de loi, dont 3 portant création de nouveaux départements. Pour la conclusion, bien sûr, je vous accorde donc quelques 2 minutes et ça sera la fin de l'émission. Oui, avant de conclure, Christian, je vais essayer de réagir, notamment sur le comportement des gouvernants qui visiblement n'ont pas intériorisé que le Congo est véritablement en crise. Quand on voit les voyages, quand on voit les activités qui sont faites, les séminaires, etc., quand on voit la délégation au niveau des Jeux olympiques, mais surtout lorsqu'on se réfère à ce Conseil des ministres du 3 juillet qui a annoncé la création de 3 nouveaux départements, déjà il faut créer des infrastructures, mais ce qui est important, ça suppose la modification des effectifs au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Surtout au niveau du Sénat, on peut déjà d'entrée de jeu dire que le Sénat passerait de 72 sénateurs à 90. Et si vous payez un sénateur à 6 millions, faites le calcul, ça fait pratiquement 104 millions par mois et plus d'1,2 milliard. Donc, on n'a pas l'esprit vraiment de se serrer la ceinture et de penser au bas peuple. Et ça, nous le regrettons sincèrement. Je pense que le Congo, les gouvernants congolais devraient s'inspirer de ce qui se passe au Nigeria, de ce qui se passe au Kenya, de ce qui se passe dans un certain nombre d'autres pays, sauf s'ils attendent que le peuple soit dans la rue pour essayer d'amorcer. Mais dans ce cas, c'est au peuple qu'il faut s'adresser pour dire, écoutez, il faut que vous preniez vos responsabilités. Maintenant, pour conclure, Christian, j'ai été très heureux qu'on aborde tous ces problèmes. D'abord, le premier aspect qu'on a abordé, avec la flopée des textes qui font apparaître franchement qu'il y a un problème de mauvaise gouvernance au niveau du gouvernement. Ce retrait des attributions au niveau du ministère de l'économie et des finances pour les envoyer au ministère de l'Ukingatse, qui lui-même n'arrive pas déjà à s'en sortir avec les problèmes des hôpitaux généraux, on le suit. On a appelé pour qu'il réinstalle Fred Makiti, ne l'a pas fait. On l'attend pour que les organes de contrôle agissent dans la plupart, sinon dans l'essentiel, des structures sanitaires et dans toutes les structures du pays, parce qu'on se rend compte à l'évidence qu'il y a véritablement évasion de l'argent de l'État qui s'en va entre les poches des Congolais qui ont choisi, parce qu'ils sont gouvernants, d'appauvrir l'État et de faire que les populations croupissent dans la misère et dans la souffrance. Donc, je pense que
C'est un message que nous envoyons. Et nous disons, il n'est pas opportun aujourd'hui de créer des nouveaux départements. Ce n'est pas ça la raison fondamentale de créer. Il est important et opportun que Anatole Koliné-Makosso restaure l'autorité de l'État au sein de son équipe. Et il est surtout important que le problème de Denis Christelle Sassou Nguesso soit vu avec ces révélations qui ont été faites par un certain citoyen Sokoto, angolais, M. Laurent Sokoto. Sokoto, oui. Ces révélations sont extrêmement graves, mais Denis Christelle Sassou Nguesso est un citoyen comme tous les autres. Le fait d'être fils du président ne l'autorise pas à violer dans l'impunité flagrante les textes et les règlements de la République et surtout pas la Constitution. Donc aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins et nous tournons vers le président de la République parce que nous nous sommes suffisamment adressés à Anatole Koliné-Makosso et on sent qu'il n'arrive pas à faire avancer les choses. Monsieur le président de la République, il faut que vous preniez vos responsabilités et que vous agissez pour la récupération de l'argent qui a été dilapidé du trésor public et qui a été placé dans certains cas au niveau des paradis fiscaux. Et nous pensons à cela aux 14 000 milliards, nous pensons à cela aux 160 milliards de la santé, nous pensons à cela aux 9 milliards de la CREF qui ont disparu, dit-on, dans les comptes de la LCB. Nous pensons aux malversations financières au Fonds de soutien de l'agriculture. Nous pensons au FIGA. Nous pensons à la rétention par la haute autorité de lutte contre la corruption des dossiers qui devraient déjà faire l'objet de délibérations et de publications, voire même de saisines au niveau de la justice. Donc, je conclue en disant, Christian, nous sommes capables de sortir de cette crise et nous nous tournons vers le président pour dire qu'il a besoin de deux choses, c'est la volonté et le courage politique. C'est le fait également de privilégier l'intérêt général sur l'intérêt particulier et de faire en sorte que les Congolais puissent sortir de cette situation avec dignité et que leurs conditions de vie soient améliorées. Merci Clément. Je retiens que la crise financière au Congo, au Brazzaville, est due aux malversations financières et donc facile à résoudre. Il suffit de rapatrier tout l'argent volé dans les caisses de l'État et planqué dans les paradis fiscaux. En tout cas, merci donc d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président du PSDC, statisticien, ancien ministre du Commerce, ancien ministre du Développement industriel. En tout cas, grand merci d'avoir été disponible. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir encore suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo et partagez massivement cette interview. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de cette émission. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.